deux types de financement qu'il faut voir. Il y a le financement des crédits promoteurs et il y a le financement des crédits acquéreurs. La Banque de l'Habitat finance les crédits promoteurs et les crédits acquéreurs. Sauf que nous sommes dans une situation où le taux de bancarisation dans nos pays supérieurs, c'est 20%, il n'y a que 20% de personnes, là je suis très gentil, qui ont un compte en banque. Donc les 80% du secteur informel n'ont pas de compte en banque. Donc ça rend difficile le financement du secteur par les banques. C'est pour ça que quand on parle de 700 crédits accurés accordés par la BSC, ça aurait été plus. Mais malheureusement, il y a très peu de personnes qui sont bancarisées. Donc ça crée des situations. D'ailleurs, c'est pour ça que ça favorise les transactions de Orange Money. On voit que ça marche très bien, donc on va profiter de l'applaudir un peu quand même, parce qu'il permet de soutenir tous les secteurs. Alors donc, pour pallier à tout ça, pour qu'on puisse arriver à une situation normale, il y a eu des réformes qui ont été entreprises par le ministre de la Construction, le ministre de l'Autonomie. Donc la mise en place d'un fonds de garantie. Ce fonds de garantie pourra à un moment donné venir à la pointe pour aider ceux qui sont dans le secteur informel. Donc, le rôle du fonds de garantie, c'est de permettre aux banques de financer les acquéreurs du secteur informel du partenaire de garantie sur ce fonds-là, qui est alimenté par la fiscalité, donc il y a train d'être mise en place. Ça, c'est une réforme qui pourra aider à booster le secteur. Maintenant, concernant les logements en eux-mêmes, Abidjan, si le déficit est à peu près 80%. Dans l'intérieur du pays aussi. Sauf que dans un processus de développement des logements, on parle non des logements socio-économiques, on parle aussi des logements standards. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le banquier, il a deux risques essentiels à gérer dans ce domaine. Il y a le risque de performance. Le risque de performance, ça c'est les promoteurs qui doivent être performants. Dans l'entraînement de base, c'est ça qu'on a créé la chambre des promoteurs, de sorte que les promoteurs puissent être des professionnels. On va y arriver tout à l'heure pour expliquer qu'il faut voir pour les logements. Maintenant, il y a le risque de commercialisation. Le risque de commercialisation, il faut bien que quand le logement est construit et que la banque veut financer, il faut bien qu'il soit vendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a expliqué à la diaspora tout à l'heure que c'est une bonne branche pour la commercialisation. Alors, pour tout de suite dire et répondre pour parler du déficit, c'est ce que je voulais vous expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout le monde ne peut pas être propriétaire. L'objectif de l'État ou de nous-mêmes, c'est de pouvoir loger, en tout cas le maximum d'Ivoiriens, dans un système où les logements sont décents. Il y a la pleine propriété, il y a la location simple, parce que quand on va en Europe, les HLM, tout ça, il faut loger les gens, et il faut aussi permettre à ceux qui ont la possibilité d'avoir un logement, puissent l'avoir, mais il faut mettre en place un système de commercialisation qui est adapté à nos réalités. Ça marchait à l'époque, pourquoi? Parce qu'il y avait la location-vente, et cette location-vente, il y en a qui sont dans la salle, qui comprennent. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on louait une maison 6 000, 7 000 de mon oncle, et on est venu propriétaire un peu plus tard. Alors, donc, c'est vous dire que pour que tout ça puisse marcher, c'est tout un écosystème. Vous avez parlé de commercialisation, je prends ce mot. Je reviens donc à Mme Moussant, puisque c'est vrai, c'est commercialiser vos produits. Vous, membre de la diaspora, comment vous allez donc pouvoir commercialiser ces produits, parce que c'est vraiment votre tâche, la communication de vos produits, adaptés au État. Donc vous, expliquez-nous réellement, qu'est-ce que vous faites, vous, membre de la diaspora, comment commercialiser les produits, c'est un modèle qui. Merci déjà avant de répondre à votre question. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, je suis Sidonie Messin. Je vis en région parisienne et j'ai créé un cabinet de conseil qui accompagne la diaspora à pouvoir investir plutôt en Côte d'Ivoire de façon sécurisée. Alors pourquoi ce cabinet de conseil? Parce que avant ça, je suis ivoirienne. J'ai essayé d'investir dans mon pays. Effectivement, comme toute personne de la diaspora, on passe par des moyens qui finalement qui passent par, on va dire, par la famille, tout ça, et on se fait arnaquer. Même à la fin, on remarque effectivement que même quand on passe par certains promoteurs, l'arnaque y est toujours. Donc moi qui travaillais effectivement dans
J'ai un aménageur constructeur pendant quand même quasiment 10 ans. Je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui manque effectivement dans tout ce process que la diaspora n'arrive pas à investir. Donc, moi, je me suis dit, ce qui manque à la diaspora, c'est vraiment le conseil. Le conseil avant d'investir. Parce qu'effectivement, les offres immobilières, nous en avons, mais il faut dire que la diaspora manque énormément d'informations. Donc, avec mes différents allers-retours à Abidjan, comme M. Sangaré vient de le dire, il y a beaucoup de choses qui est fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais quand on sort du pays, on n'a aucune information. Aucune information n'est donnée, même si je sais qu'on a effectivement aujourd'hui les réseaux sociaux qui permettent de s'informer, mais la diaspora a besoin effectivement des professionnels qui viennent également nous expliquer comment acheter un terrain de façon sécurisée, comment avoir un ACD, pourquoi avoir un ACD, tout ça. Donc du coup, d'où l'intérêt pour moi d'avoir créé ce cabinet de conseil dans la diaspora. Et pour vous dire, une fois par mois, j'organise des événements personnalisés avec la plupart des personnes qui sont intéressées pour pouvoir investir au pays, de leur expliquer comment ça marche avant tout simplement d'investir. Voilà. Alors c'est très bien, mais lorsque la diaspora vous pose une question sur l'accès au financement, l'accès au crédit pour acquérir des biens, vous les orientez vers quel instrument financier, quel établissement financier, et comment ça se passe? Parce que toute cette diaspora, c'est RIPAD qui rentre, n'ont pas forcément les moyens. Il y a besoin d'être accompagné par les banques. Comment vous agissez? Comment vous conseillez ces personnes-là? Alors, comme on dit, les banques, c'est vrai. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, du coup, les banques, moi, je le dis aujourd'hui, la diaspora est un peu livrée elle-même. Sauf si le représentant de la BHCI va nous le dire. Il va expliquer. Moi, je suis partie vers la BHCI, je suis partie vers NCIA. Toutes ces banques qui ont des bureaux de représentation dans la diaspora n'accompagnent pas la diaspora à investir. On n'a pas de produit dédié à la diaspora pour des investissements immobiliers. Donc, ce que fait la diaspora, tout simplement, elle finance ses projets par fonds propres. Donc, alors, on a deux cas de figure. Donc, où elles financent leurs projets par fonds propres, où elles ont heureusement la possibilité d'avoir des crédits de consommation françaises qui leur permettent de pouvoir souscrire à ces crédits de consommation. Mais il faut le dire qu'ils sont à un taux quand même qui sont énormes pour elles. Mais elles font ce sacrifice-là en plus de leurs fonds personnels pour pouvoir réaliser leurs projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Donc, ces banques-là, on vous appelle, on vous exhorte, en tout cas de par mon biais, et la diaspora, de créer vraiment des produits immobiliers adaptés à la diaspora. Alors, pour ne pas vous couper, Mme Nguessan, mais je crois, vous savez, discrètement, on m'a dit quelque chose sur la BHI. Il y a un produit adapté au RIPAD. Alors, je vais laisser peut-être M. Kochi l'expliquer pour répondre à cette préoccupation. Qu'est-ce que vous faites pour les RIPAD? Qu'est-ce que vous faites pour acquérir des biens immobiliers en Côte d'Ivoire, pour déjà nous-mêmes les locaux? Qu'est-ce que vous proposez aussi à ceux qui veulent rentrer, qui ont la possibilité d'avoir un contrat de travail là-bas, des revenus fixes, adaptés au quotidien, mais qui ont besoin, comme toute personne, lorsqu'on veut acheter comme un bien immobilier, c'est quand même un bien c'est le premier investissement qu'on fait. Qu'est-ce que vous proposez à cette diaspora et puis même aux locaux ici pour avoir et acquérir un bien? Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tantôt, la Banque de l'Habitat, cette année, va fêter 30 années d'existence. Et depuis 30 années, la Banque de l'Habitat fait du crédit à la diaspora pour acquérir non seulement des logements en Côte d'Ivoire, mais encore pour construire des logements en Côte d'Ivoire, tout en étant citoyen de la diaspora. Nous avons un produit qui, avec le temps, s'est bonifié, qui est maîtrisé à tout point de risque et aujourd'hui qui est sur le marché. Mais comme notre conseil vient de le dire, c'est une question d'information. Tout à fait. Il est clair qu'il y a 4 ans derrière, la Banque de l'Habitat a tenté de s'installer avec un bureau de représentation à Paris. Malheureusement, il y a eu des difficultés. Et là, nous sommes en train de nous réorganiser pour repartir. Alors, c'est simple. Tu es à la diaspora, tu es enregistré, du moins, tu as une résidence normale, tu as un emploi, tu as un bulletin de salaire, tu as... qu'est-ce que je peux dire encore? Un relevé de compte, tu payes tes cotisations sociales, tu n'as pas de poursuite quelconque, tu peux réserver un logement sur la Côte d'Ivoire et sur la base de tes revenus
à la diaspora, la banque peut te structurer un crédit acquéreur. Comme si tu étais sur place, avec une prise d'hypothèque et qui te permet de payer juste des loyers pendant quelques années et tu es propriétaire. Mais Sidonie a l'air de, je dirais, de vous regarder avec un air, je dirais, enthousiaste. Je vais prendre ça comme ça en disant, mais pourquoi je ne suis pas au courant? Alors, moi, je veux répondre. Moi, je me suis rendue dans un bureau BHCI. Je le dis parce que pourquoi est-ce que ça me tient vraiment à cœur, surtout de développer ce cabinet de conseil auprès de la diaspora? Parce que j'ai fait l'expérience personnelle. Avant de présenter effectivement mes services et ce que je dis, je le vérifie. Je me suis rendue, on appelle ça des clients mystères, hein, tout simplement, dans un bureau BHCI à Paris. Les informations que donne monsieur le directeur, comme on dit avec le terme habitant, c'est ce qui est dit sur papier. Bon, là, je vais sortir mon côté ivoirienne, c'est ce qui est dit sur papier. Il faut qu'on se dise la vérité. Notre but, surtout les personnes de la diaspora, n'est pas vraiment de pouvoir creuser ou mettre vraiment l'accent sur ce qui ne va pas. On veut un changement parce que c'est notre pays. On veut investir comme tout Ivoirien sur le territoire de façon normale. Mais quand je pars dans un bureau et qu'on me dit ça et on me dit Sidonie, viens à Abidjan, heureusement je viens à Abidjan et quand je viens à Abidjan, je vois qu'effectivement il y a beaucoup plus de difficultés. En fait, c'est vraiment le contraire qu'on nous dit là-bas. Quand vous êtes là-bas, on vous dit venez ici. Quand vous venez ici, non, vous êtes là-bas, c'est compliqué. Donc non, et puis moi ce que je dis aussi, c'est qu'on ne finance pas les primo-accédants. Moi je le dis clairement, quand on veut financer, quand on vient ici pour financer un projet immobilier, on nous dit d'abord, est-ce que vous avez déjà un terrain? Est-ce que vous avez quelque chose à donner de garantie? Mais ce qui est tout à fait normal, les banques. Moi aujourd'hui je dis à mes clients, comprenez que les banques ont besoin d'une garantie, qu'elles ont besoin de savoir, au cas où vous êtes là-bas, vous ne payez pas, qu'est-ce qu'elles prennent pour pouvoir rembourser leurs prêts? Parce que les banques aussi prêtent. Il faut qu'on se dise la vérité, les banques prêtent. Mais les clients de la diaspora ont du mal à comprendre. Et vous avez dit, il faut que l'information soit perpétuelle avec la diaspora. Et le bureau de la BHCI est fermé depuis X longtemps. Avant de venir, je suis encore reparti là-bas. C'est fermé, tout est fait sur Internet. Je vois qu'il y a des informations qui sont données sur LinkedIn en disant produit diaspora, mais encore une fois, tout ça, c'est sur papier. Alors, on a besoin du concret. Madame Guessan, vous avez bien dit, je vais laisser la parole au directeur. Merci. Je ne crois pas que ce soit papier. Et d'ailleurs, vous voyez, ce sont des panels intéressants, interactifs, hein, qui permettent à chacun de pouvoir réagir et sans mettre les gens mal à l'aise. Mais je crois que la BHCI est une banque qui a vécu un petit parcours douloureux et qui a une volonté, parce que vous ne connaissez peut-être pas la directrice générale, mais qui a une volonté réelle de proposer des produits adaptés, des produits réels qui existent. C'est pour ça que nous faisons ce panel, c'est pour d'une part informer, sensibiliser et permettre à vos clients, certes, je dirais d'acquérir des biens immobiliers. Donc moi, je voudrais plutôt vous laisser la parole pour répondre et apporter des réponses pertinentes pour la rassurer, pas de la BHCI, et dans cette logique d'apporter des solutions pertinentes et pérennes à long terme. Merci, cher ami James. Non seulement je vais apporter des réponses, mais je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma responsable service clientèle VIP. VIP, Madame Boni, qui va se lever, comme nous allons l'applaudir, c'est la directrice voilà, et donc, de VIP, la BHCI. Qui va vous donner juste quelques témoignages de crédit diaspora qu'elle a eu à financer. Quelques témoignages. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire la part des choses. Il y a ceux qui veulent acheter des logements. C'est le crédit résidentiel. Lui, il est plus simple. Et puis, il y a ceux qui veulent bâtir. C'est le crédit construction. Lui, il est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut d'abord disposer de toutes les autorisations administratives, y compris l'ACD, le permis de construire, un constructeur de référence, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans ce genre de crédit, il y a le côté prévisionnel également qu'on regarde. Généralement, ils ne construisent pas pour habiter. Ils construisent dans un but lucratif, c'est-à-dire locatif. Donc, il y a un côté prévisionnel que le banquier est obligé d'analyser. Mais là encore, je vous dis que la Banque de l'Habitat non seulement fait du crédit résidentiel, c'est-à-dire ceux qui veulent acquérir pour habiter, ou bien pour juste mettre en location en attendant qu'ils rentrent au pays, mais également la banque fait du crédit construction, ce que nous appelons autoconstruction diaspora, donc qui permet à l'individu, depuis la diaspora, d'acquérir un terrain, de structurer son projet,
la banque l'aide à construire et la banque utilise les loyers qui sont payés par les locataires pour rembourser, de sorte que le bien devient un investissement. Ça, nous savons le faire. Mais comme je dis, c'est une belle rencontre. Voilà. Je pense que on va poursuivre les échanges. Et puis, pourquoi pas, pouvoir mettre en place un partenariat qui nous permettra... Mais voilà, elle a tout gagné, madame. Elle a tout gagné. Okay. Elle se plaint. On a pris, elle a tout gagné. Elle se plaint, mais vous avez... Combien de cabinets de conseil peuvent avoir directement sur un panel les responsables de la BHI pour pouvoir, d'une part, et moi qui suis avocat d'affaires, je suis juriste, je peux vous dire, c'est une opportunité pour vous, vous avez tout gagné de pouvoir avoir les responsables de la BHI à vous. Mais, cher frère, monsieur le président, quand on parle de la diaspora... Oh, mais je voulais juste... Je t'en prie, je vous en prie. Combat, sans donner de précision sur les noms. Mais si vous laissez la parole à Combat, je vais l'accorder. Elle a une voix tellement douce et gentille qu'on va l'écouter toute la journée. Madame Boni, je vous laisse la parole pour expliquer deux, trois. Voilà. On va l'acclamer, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je vous remercie. Merci, Maître Denis. Alors, effectivement, comme l'a dit Eric Pochi, la BHCI finance la diaspora. On a des produits dédiés à la diaspora, effectivement, des projets qu'on a eu à réaliser. Et les clients diaspora ont eu leur maison, ils sont très contents. Et je crois que, comme il a dit, c'est une très belle rencontre et on va se voir et pour structurer tout ça. Merci infiniment. Madame Boni est la directrice à la BHI, donc directrice VIP, et je peux vous dire, avec elle, on ne se sent même pas VIP, on se sent un roi. Voilà. Madame Boni, merci depuis les années d'être avec moi. Merci, Madame Boni. Alors, Monsieur le Président, chers frères, quand on parle de diaspora, quand on parle de RIPAT, on parle aussi de critères résidentiels. On sait que cette catégorie de personnes ont des goûts différents, ont des goûts sur des résidences, ont des goûts sur des aménagements. Qu'est-ce que vous avez comme produit adapté à la diaspora, ou est-ce que dans les promoteurs immobiliers, vous faites des produits classiques qu'on retrouve en Côte d'Ivoire? Parce que je vois que certains promoteurs immobiliers parlent de produits diaspora. Je ne vais pas les citer parce qu'ils ne sont pas là. Je cite que ceux qui sont là, évidemment. Et je cite que... donc tu vas laisser la parole. Et je cite aussi ceux qui me font confiance. Alors voilà. Donc les promoteurs qui sont là prendront la parole, ils vont expliquer. Mais après je te laisse la parole, je fais une critique. Je dis, est-ce qu'il y a des produits adaptés à la diaspora, des villas, des appartements? Mais je vois qu'il y a une nouvelle tendance aussi, des produits qu'on retrouve et qui sont certainement meilleurs qu'on trouve, je dirais, en France ou aux États-Unis, parce que je vois des maisons luxueuses, agréables, avec des standings, etc. Est-ce que c'est toi qui fais tout ça, tout ce beau travail, et sont tes amis, et bravo déjà, cher frère. Il faut déjà applaudir les promoteurs. C'est ça. Non, je pense que je vais juste apporter une petite contribution concernant le financement. C'est vraiment 2 minutes. Je t'en prie, je t'en prie. Vous savez, une banque, c'est comme la ceinture et les bretelles. C'est normal. Parce que la banque, aujourd'hui, c'est l'épargne des gens que la banque doit gérer. Donc, la banque a des critères. Et la banque doit prendre beaucoup plus de précautions quant à la gestion de l'épargne, que ce soit ici ou en Europe. Et nos frères de la diaspora, moi je fais beaucoup de forums, je me suis déplacé, je suis allé voir en France, aux États-Unis, un peu partout. Je sais. Il y a beaucoup qui travaillent au noir, il faut le dire. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas déclarer leurs biens. Tout à fait. C'est ce que nous on appelle ici le secteur informel. Tout à fait. Et la banque ne peut pas financer cela. La banque ne financera que ceux qui sont dans le formel, qui ont la capacité de prouver leur existence au jour. Donc, c'est pour assurer notre sœur que les produits qui sont... Je vole un peu ce que la BAC parce que j'ai participé un peu à certaines rencontres avec eux. Donc, les produits qui sont en place, ce sont des produits qui sont liés, en fait, au système bancaire. Il y a la banque centrale qui a ses critères, vous connaissez très bien, et c'est très difficile pour nos banques, qui sont des banques commerciales, de financer des produits sans tenir compte des critères de la banque centrale. C'est très compliqué. Entre la banque centrale ici et la banque centrale en France,
comment les prises de garantie doivent se faire, l'aspect juridique, c'est très compliqué. On est en train d'y travailler. Sauf que nous, on réfléchit en tant que promoteur pour mettre en place peut-être un système VFA, qu'on appelle, de vente en l'état futur d'achèvement, soutenu par la Banque de l'Habitat, bien sûr, en mettant en place un compte séquestre. En regroupant nos amis de la diaspora sous forme de coopérative. Et cette coopérative-là, nous créons un compte séquestre où on a une responsabilité morale vis-à-vis de la coopérative. Et les cotisations sont faites, les traçabilités existent et la Banque de l'Habitat suit avec nous comme on appelle les cotisations. Et ça nous permet de créer en fait un fonds. Et ce fonds-là est sous séquestre, géré avec la Banque de l'Habitat. Et ça permet de construire des logements pour ceux qui veulent participer à des promotions immobilières ou ceux qui veulent du résidentiel. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire. D'ailleurs, on va faire un partenariat à 3, les tripartites, pour pouvoir y travailler là-dessus, pour que tous nos amis qui sont à la diaspora, qui ont besoin de logements, et ils ne peuvent pas tous avoir une opération immobilière bien faite. Donc, on conseille à ceux-là souvent d'avoir des terrains viabilisés. Sauf que, je vais expliquer tout à l'heure qu'il faut faire très attention pour ne pas se faire arnaquer par certains promoteurs ou même par certains aménageurs. Alors, pour répondre à votre question, mon cher ami, c'est que nous sommes dans un programme présidentiel, logement socio-économique et de standing. Le programme présidentiel se compose en logements sociaux. Les logements sociaux, le maximum des coûts, c'est 12 500 000. Les logements économiques, c'est 23 millions. Et les logements standing, on les vend en fonction du besoin de la clientèle. Il n'y a pas de limite. Nous avons la loi des 3 F qu'on a appelée le foncier, le financement et puis la fiscalité. Pour qu'on puisse avoir des coûts intéressants en tenant compte des matériaux de construction, vous voyez la flambée des coûts, il faut voir qu'on maîtrise les coûts. On a besoin d'avoir des réductions au niveau de la fiscalité, donc l'accompagnement fiscal. L'État étant notre soutien institutionnel. On nous impose donc une péréquation, 60% de logements socio-économiques et 40% de standing pour profiter de l'exonération fiscale. Ça permet d'aider ceux qui ont besoin d'avoir des logements. Alors, pour cela, il y a, pour un logement de 12 millions de francs CFA, vous comprenez bien, il y a une typologie. C'est le logement de 45 à 75 mètres carrés. Bon, c'est normal, c'est sur des terrains qui sont bâtis. C'est un cahier des charges qui est défini par l'État. Après, nous avons 23 millions, c'est le cahier des charges qui est défini par l'État. Maintenant, tout ce qui est logement standing, il y a des produits. Il y a produits diaspora. Produits diaspora, je vois des promoteurs ici qui sont spécialisés dans ça. C'est que nous nous déplaçons vers la diaspora, nous organisons des salons et nous regardons un peu leurs besoins. Le tout pour nous, il faut que ce soit fonctionnel. Il faut que la maison soit fonctionnelle. Alors la diaspora au Japon et la diaspora en France, c'est pas pareil. Parce que quand je suis allé au Japon, sur 50 mètres carrés quand même, on arrive à construire des maisons très fonctionnelles. Quand je vais en France, il y a des maisons, quand je regarde, bon, c'est des petits studios, c'est fonctionnel. Et quand je vais aux États-Unis, ce sont des maisons qui sont très grandes. Donc on s'adapte en fonction du milieu. Aujourd'hui, quand vous regardez des maisons ici, des cités, on appelle ça des petites cités diaspora, des mini-cités, on essaie de nous adapter aux besoins de nos clients qui sont à la diaspora. Là, par exemple, on va faire des cités Beverly Hills, on va faire, je sais pas, des cités qui porteront le nom de Versailles, et on essaie d'adapter à nos réalités. Donc il y a des promoteurs qui sont spécialisés dans ça, qui le font très bien, et qui travaillent d'ailleurs avec la Banque de l'Habitat pour ça. Voilà. Donc c'est pour dire que j'entends souvent dans le couloir, voilà, bon, donc certains acquéreurs viennent prendre des maisons, qui les rasent, qui reconstruisent des maisons. C'est évident, si quelqu'un vient acheter une maison à 12 500 000 francs, ok, il y a un cahier de charges. D'abord, c'est un logement social. Un logement social, bon, vous comprenez très bien que c'est destiné à une certaine tranche de la population. Donc, on spolie quand même quelqu'un qui avait le droit et qui n'en a pas eu. C'est-à-dire que la personne n'avait même pas droit à un logement social. Exactement. Nous avons un déficit de 800 000.
On a les quartiers précaires où il y a 1 200 000 personnes qui y sont. C'est ceux-là qu'on doit mettre dans les logements sociaux. Donc quelqu'un qui prend un logement social, 150 mètres carrés, qui recasse, qui reconstruit, vous comprenez très bien que ce n'est pas la faute au promoteur. Ceux qui veulent des logements standing, il y a des logements standing, 300, 400, 500 mètres carrés, et donc qui ont la possibilité d'adapter déjà dès le départ leur conception et leur plan avant même que ça commence. Donc c'est pour ça qu'on encourage ceux-là à aller dans les promotions standing ou aller sur des terrains qui sont viabilisés, qui peuvent construire en fonction de leur et leur mécanisme de financement qui est adapté. Et très souvent, ce sont les constructions en VFA, des ventes en l'état futur d'achèvement. Et ça marche très bien. Écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je voudrais aussi faire un petit clin d'œil. Nous avons la première chaîne sénégalaise qui est arrivée hier soir. Et je voudrais donc les féliciter, les applaudir ici. Donc, ils sont sortis. Ben, faites-les venir, hein, qu'ils rentrent et qu'ils reviennent. Non. Donc, ils sont arrivés hier soir. Et ils sont arrivés parce que j'ai voulu qu'ils viennent, parce que je me suis dit à l'époque, et je discutais avec ça avec Mme Boni, et Mme Yassé, qu'il y a un partenariat avec la BHI et puis la Banque de l'Habitat sénégalaise. Donc, je les attends qu'ils viennent. Si on peut aller les chercher. On va les chercher. Voilà, on va continuer. Donc, je voudrais savoir un petit peu, parce que cette diaspora-là dont on parle n'est pas qu'une diaspora ivoirienne. Cette diaspora qu'on retrouve partout, c'est une diaspora ivoirienne, sénégalaise, malienne. Et j'ai cru comprendre que vous êtes en train de travailler ensemble avec la banque, après je suis obligé de répéter, hein, voilà, avec la banque, la BHS, hein, voilà, la Banque de l'Habitat du Sénégal, travailler sur des produits adaptés à cette diaspora. Alors, vous en êtes tous sur ce projet, ce partenariat? Oui, effectivement, nous avons eu des expériences diverses. Et donc aujourd'hui, on essaie de mutualiser donc ces expériences-là pour sortir la meilleure approche qui permet d'adresser des produits les plus adaptés à la diaspora. Mais avant de parler de notre partenariat avec la BHS, je voulais tout simplement dire que au niveau de la diaspora, il faut se prendre très tôt. Il faut se prendre très tôt. Ce n'est pas à 2 ans de ton entrée, de ton retour au pays qu'il faut engager un programme immobilier. Il faut le faire longtemps à l'avance. Et je pense même que ça doit être un projet prioritaire parce qu'il a l'avantage d'être en même temps un investissement qui prend de la valeur. Et le jour où vous arrivez, vous avez non seulement une résidence, mais qui peut encore vous servir de bureau pour démarrer vos activités. Donc, il est très important. Deuxième chose, il faut s'adresser aux professionnels. Quand je dis professionnels, aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a un certain nombre de promoteurs qui sont agréés. La Banque de l'Habitat, aujourd'hui, fait partie de l'écosystème mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner le financement de tout ce qui est programme immobilier conduit par l'État de Côte d'Ivoire. Dans cet écosystème, il y a 4 entités. Il y a la BAC qui est le bras financier. Il y a l'ANA qui est la structure administrative qui va coordonner un peu toutes les activités. Il y a le fonds de garantie qui est là pour soutenir toute cette frange qui est encore dans l'informel. Et puis il y a le ministère de la Construction. Donc nous avons des partenariats, nous travaillons en synergie afin de pouvoir très rapidement mettre en œuvre toutes ces décisions que l'État de Côte d'Ivoire a eu à prendre. Donc la Banque de l'Habitat est ouverte. Nous sommes sur les réseaux, nous avons des points de contact. Il est important que nos amis de la diaspora, s'ils m'écoutent ce matin, il est important qu'ils cherchent à entrer directement en contact avec la banque. On a un service diaspora qui a l'expérience de la diaspora. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, quand nous regardons un peu toute la clientèle diaspora qui a pu bénéficier de crédits, on en trouve la grande majorité en Europe, surtout en France, mais on en trouve au Canada, on en trouve aux États-Unis, on en trouve au Japon, on en trouve même en Afrique. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de distinction entre les diasporas. Tout est une question d'information,
Tout est une question de structuration et tout est une question justement d'accord pour que les droits et devoirs de chacun soient respectés dans le contrat de crédit qui est signé. Très bien. Écoutez, moi, je pense que je vais laisser la parole à Mme Guessant, mais surtout après, vous laissez la parole parce que vous laissez la possibilité d'interagir avec les panélistes, parce qu'il y a beaucoup de questions que vous posez, il y a beaucoup de réponses qu'on veut entendre, je dirais, de manière pratique. Mais Mme Guessant, je vous en prie. Alors, brièvement, si vous permettez. Oui, moi ce que je voulais y rajouter, effectivement, cette information du travail de collaboration qui est en train d'être faite avec la BHCI, je l'ai appris il y a 3 semaines, parce que je fais beaucoup des salons africains pour comprendre aussi comment marche l'immobilier dans d'autres pays. Et il y avait un salon qui a été organisé à Charenton par, ça s'appelait Meet in Sénégal, et j'ai rencontré effectivement le directeur de la BHS qui m'a donné beaucoup d'informations, en tout cas qui m'a été flagrante, parce que j'ai vu ce que le Sénégal fait pour sa diaspora. Et j'étais vraiment, j'étais vraiment hyper fière, à la fois africaine, mais je l'ai pris en aparté, j'ai discuté avec lui, et c'est dans nos discussions qu'il m'a dit, effectivement, il y a un travail qui se faisait avec la BHCI pour ça. Donc pour ça, je suis vraiment très contente que les choses avancent. La diaspora, on attend ça. Ce qui se fait au Sénégal, ils le font très bien. J'espère que vous allez réussir, en tout cas, à copier un peu leur modèle. Je dis parce qu'on ne copie que ce qui est bon. Et ce que je voulais rajouter, et ce que monsieur le directeur a dit, c'est effectivement que ce que moi aussi, avec mon cabinet, on prône vraiment dans la diaspora en disant, si vous voulez que vos projets immobiliers réussissent, ne vous y prenez pas tout de suite maintenant. C'est des projets immobiliers, c'est beaucoup d'argent. Un projet immobilier, ça se construit, ça se réfléchit. Et encore une fois, avec des professionnels, des bons professionnels qui sont agrémentés. Ça, il faut le dire. Donc, du coup, voilà, c'est tout ce travail aussi que mon cabinet et certains collaborateurs et moi, nous faisons dans la diaspora. Ils ont du mal à le comprendre, mais je pense aussi que c'est culturel, il faut le dire. Mais voilà, ils commencent de toute façon à comprendre parce que c'est ce qui se fait en Europe. Quand ils ont besoin des projets, ils mettent beaucoup de temps aussi à le réfléchir. Et c'est ce que le cabinet essaie de le dire. Mais si vous faites là-bas, vous pourriez pareil le faire dans nos pays. Pourquoi vous pensez que c'est parce que c'est en Afrique qu'il faut faire les choses rapidement? Donc c'est vraiment ce que nous, on essaie de faire. Donc c'est pour ça qu'on est cabinet de conseil. On les conseille en amont. Prenez le temps de faire vos projets. C'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est aussi du financement. Donc voilà, donc on vous attend aussi. Je suis d'accord qu'il y a des réseaux sociaux, tout ça, mais on veut vous voir aussi dans les diasporas parce que il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre nous. Il y a le réseau social, je suis d'accord, mais venez. Bon, heureusement, nous, on est là. J'espère qu'on pourra vraiment faire un partenariat, je le dis devant tout le monde. On veut des bons professionnels aussi dans la diaspora. Donc venez, on vous attend. Écoutez, oui, bravo à vous, mais vous voyez, vous êtes là. Ils sont là, c'est déjà un premier pas que nous portons ici dans ce projet. Donc je laisse... On se prépare à venir. Voilà. Je pense que c'est parce que sur la place de Paris, ces prochains mois, il y a beaucoup d'activités. Tout à fait. Il y a l'Euro, après il y a les Jeux Olympiques. Ça a décalé certains salons auxquels on devait participer, qui devaient marquer de façon officielle le retour de la BHC. Mais attends, Monsieur le Président, avant de laisser la parole, oui, mais n'oubliez pas que la thématique, c'est Repart. Donc ce qui veut dire, c'est que nous sommes en train de faire en sorte que les gens viennent. Madame, sans vous êtes là, et que nous avons eu l'honneur de vous accueillir et de permettre de vous parler, c'est que nous, le projet du cabinet que je dirige, parce que vous parlez beaucoup de cabinets, c'est de promouvoir les investissements de la diaspora en Côte d'Ivoire. Vous parlez des Sénégalais, les Sénégalais rentrent. Les Sénégalais rentrent. Il faut que vous rentrez, il faut que vous venez investir. C'est bien beau de parler de la diaspora qui vit là-bas, mais il faut parler du retour d'investissement de cette diaspora qui vient prendre des risques et qui investit. Je vous encourage, et vous le faites si bien, à venir investir, à vous installer pour que nous soyons tous des modèles de retour réussi de la diaspora. Ça, c'est déjà la première chose. Juste pour faire une parenthèse sur le partenariat entre la BHS, la Banque de l'Habitat du Sénégal et la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Ça a été signé, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Et après, il n'y a plus rien eu. Mais cette année, depuis le mois de février, il y a eu des rencontres, plusieurs rencontres, en vue de développer non seulement la relation sud-sud, mais la relation nord-sud. Voilà. Alors, Monsieur le Président. Je voudrais juste, parce qu'on parle de financement, c'est bien. On parle de financement, la diaspora, tout ça, mais il faut aussi parler de technique. Il faut parler d'aspect technique, c'est-à-dire qu'il faut conseiller nos frères de la diaspora qui arrivent comment vraiment acquérir un logement sans se faire avoir. C'est ça c'est très important. C'est vrai que quand on a l'argent, on vient, on va acheter un bien, mais il faut se faire conseiller. D'abord, dans un premier temps, il faut que celui qui vienne pour acheter un bien puisse travailler avec des professionnels. Ça a été dit.
il y a des promoteurs qui sont agréés. Ces promoteurs agréés, la liste existe au ministère. Il faut se rendre à la Direction générale du logement ou regarder sur le site du ministère pour savoir quel promoteur qui est agréé. En plus du promoteur qui est agréé, il faut que le programme du logement qui est en cours soit un programme agréé. Sinon, ce ne sont pas des professionnels et ça se retourne dans une situation compliquée. Deuxièmement, il faut, lorsqu'on va acheter un bien, se rassurer que le promoteur, il faut qu'il ait un titre de propriété, donc il faut qu'il ait un ACD. Au-delà de l'ACD, il faut qu'il ait, qu'on s'assure qu'il a une capacité financière et une capacité technique. La banque finance certes les crédits acquéreurs, mais il faut que le promoteur puisse être capable de construire. Donc, pour cela, il faut se rapprocher non seulement de la Chambre pour savoir quel promoteur qui a une capacité raisonnable et qui a une capacité possible, et aussi au ministère. Maintenant, concernant ceux qui veulent des terrains viabilisés, parce qu'il y a des amis de la diaspora qui viennent, qui achètent des terrains, qui retournent, et après, le terrain n'existe même plus. On ne sait même pas où le terrain se trouve, ça ne se trouve même pas dans le schéma directeur. Donc, il faut se rendre d'abord au guichet unique du ministère de la Construction et du Logement. Pour, je crois que ça coûte 20 000 francs, faire une demande pour savoir, avec le numéro de l'eau et le numéro de l'îlot, on saura si le terrain est approuvé ou s'il n'est pas approuvé. Éviter les terrains qui ne sont pas approuvés. C'est vrai que ça paraît moins cher, c'est une attestation villageoise, c'est moins cher, mais c'est à 95% de chances qu'on ne puisse pas être propriétaire de ce terrain-là. Pourquoi? Plus le niveau de sécurité du terrain est élevé, plus le terrain est cher. Les lots qui sont approuvés sont un peu plus chers que les attestations villageoises. Les lots qui ont un ACD sont plus chers que ceux qui sont simplement approuvés. Au moins, si le terrain est approuvé, ça veut dire que le ministère a déjà donné son OK et que ça respecte quand même les normes de l'urbanisme. Ou un terrain qui a un ACD. Sauf que il y a certains qui se promènent aussi avec des ACD en main, mais qui ne sont pas forcément des ACD. Il faut faire attention. Parce qu'un ACD, juste en deux mots, c'est l'arrêté de concession définitive. Ça veut dire que le ministère a fait son checking et a donné une attestation domaniale. On a créé un titre, mais le titre qui est créé au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore au nom de la personne qui a demandé l'ACD. Donc, le dossier, quand ça revient au ministère, parce qu'il y a deux ministères qui traitent ça, il y a le ministère de la Construction et le ministère du Budget, la conservation foncière. Une fois que ça arrive au ministère pour établir l'ACD et que le ministre signe l'ACD, ce n'est pas encore la propriété de celui qui détient le document parce qu'il a un document qu'il a en main. Il faut que ça retourne à la conservation foncière pour que les taxes soient payées et que ce soit enregistré au livre foncier. Et c'est là qu'on devient propriétaire de l'ACD. Donc si quelqu'un vient vous voir pour vous vendre un document, ça c'est pour conclure, vous vendre un terrain et qu'il a un ACD en main, demandez-lui de vous montrer le taux de l'ACD. S'il y a le cachet de la conservation foncière. S'il n'y en a pas, il n'est pas encore propriétaire. Merci, parce que ce n'est qu'un titre qui a été créé. Et ça, je me retrouve en train de régler beaucoup de problèmes comme ça. C'est pour ça que, c'est vrai, on parle de structuration de financement et tout ça. Il faut conseiller nos frères de la diaspora, qui se plaignent très souvent, hein, puisque j'en reçois, j'ai même rendez-vous avec eux cet après-midi, qui viennent se plaindre, c'est normal. Ils viennent de la diaspora, ils disent qu'on a envoyé l'argent à notre frère, il n'a pas acheté, ou bien on allait voir un promoteur. Sauf que très souvent, ils aiment la facilité. Eux-mêmes. Ils ne cherchent pas. Ils vont tout de suite avec une attestation villageoise, on leur monte un lot, là, voilà le lot qui est de l'autre côté. C'est 1,5 million. Bon, il se dit, bon, si je vais acheter, c'est 5 millions. Paf, ils donnent l'argent. Pas devant notaire, hein. Souvent ça se passe à Cap Sud, là en face. Et malheureusement, on dit, ouais, le promoteur n'a pas été sérieux. Ben bon, quelqu'un qui vient me donner l'argent comme ça, je me dis, bon. Donc c'est tout ça qu'il faut. Mais ce sont des informations qu'on est en train de mettre en place. On a signé un accord avec le directeur au ministère des Affaires étrangères, là, des étrangers de l'extérieur, pour pouvoir discuter, voilà, diaspora, pour pouvoir quand même expliquer, au-delà des aspects de structuration de financement, les aspects techniques, pour que des cellules puissent communiquer. Bon, donc on verra avec vous, évidemment. Nous, on est toujours derrière la BACI, hein, c'est nos locomotives. Mais donc, pour pouvoir mettre en place ce système-là, de sorte que les gens ne se fassent pas avoir. C'est ça qui est le plus important. Alors, merci. Après, on va laisser la parole. Je vais juste conclure pour vous dire tous merci. Je vais faire venir, j'aime pas le jeu, le cabinet a fait venir, donc évidemment, lors de ce panel-là, des experts qui pratiquent au quotidien
je dirais, sur le marché immobilier. Donc, des banquiers qui doivent accompagner l'achat, soit primo-achat, soit bien un investissement immobilier, parce qu'on n'a pas parlé, je finirai dessus, sur des investissements quand même autour de la diaspora ou des afro-descendants, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont envie d'investir, qui sont des investisseurs, c'est pas évidemment que des acheteurs. Donc le projet de ce forum, c'est parler de l'investissement direct de la diaspora afro-descendante. Donc il peut y avoir des gens qui disent je veux investir dans des grands projets, des centres commerciaux, des résidences, des hôtels. C'est pas que des c'est aussi des projets d'infrastructure. Donc la BHI accompagne un peu ces investisseurs, car la logique de ce concept, de ce forum, avant tout que cabinet, c'est de faire venir des investisseurs étrangers afro-descendants en Côte d'Ivoire, dans les districts de Côte d'Ivoire. Ce que nous avons fait dans ce cabinet pendant quasiment 20 ans, nous avons fait venir des investisseurs chinois qui ont réalisé des grands projets en Côte d'Ivoire. Donc la plupart des gens le savent, que ce soit le tour Abidjan Bassam, c'est je dirais le cabinet PKD qui a pu le faire. Donc voilà, donc cette logique aujourd'hui, c'est d'aller chercher des investisseurs afro-descendants sur l'investissement direct étranger. Et donc la BCI et d'autres banques peuvent être des partenaires financiers. Et je pense aussi que les promoteurs immobiliers sont à la recherche aussi de partenaires investisseurs qui sont des joint ventures et qui peuvent travailler pour répondre aux besoins des préoccupations du logement social. Et d'ailleurs, le ministre Bruno Kono parlait de maintenant rechercher aussi des promoteurs internationaux pour, je dirais, compléter les acteurs immobiliers ivoiriens. Petite aventure, après je laisse la parole. En 2007, quand j'avais le cabinet télécommunications à Marseille, Italie, on avait l'ambassadeur qui nous avait sollicité plusieurs fois pour pouvoir accompagner des membres de la diaspora qui avaient acheté des biens immobiliers chez les promoteurs immobiliers et qui étaient inquiets. Donc on vérifiait, mes équipes allaient vérifier chaque mois au quotidien, je dirais, la progression de l'état de la maison, parce qu'il fallait virer cet argent. Donc l'ambassade d'Italie et l'ambassadeur, puis même c'était la France aussi, parce que on était le conseil d'ambassade de France en Italie, et la préoccupation vraiment de la diaspora, c'était vraiment une préoccupation immobilière. Bon, ce n'était pas le cœur de métier de mon cabinet. Moi, je faisais ça parce qu'on était conseiller d'ambassade, mais c'est vraiment la première préoccupation des diaspora, c'est vraiment l'achat immobilier. Donc, je voudrais vraiment remercier la BHI d'être là et d'avoir compris que ces RIPAD, ces investisseurs aussi, peuvent avoir besoin de la BHI et ce projet était fait. Pour ne pas trop m'occuper la parole et laisser surtout la parole au public pour qu'il y ait un échange, ils vont vous poser des questions, ne vous inquiétez pas, M. Kouchi, c'est que je veux prendre une hôtesse qui va laisser la parole au public en vous disant tous merci et je vous demande au public de les applaudir, tous. Bonjour à tous, moi c'est Marie, je viens du Canada, je suis d'origine haïtienne et ça fait longtemps que j'espère un jour investir en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir, parce que je sais qu'au Canada, on a des critères de statut d'immigration. Donc ici, quels seraient les critères s'il y en a? Il faut être résident permanent, il faut être citoyen, il faut être quoi? Parce que moi, c'est sûr, je viens régulièrement pour mes vacances ici parce que mon chéri est ivoirien. Mais autrement, j'ai juste un statut de visiteur. Écoutez, ça c'est une question juridique. Donc je veux répondre. Non. Nous, la loi, je dirais, d'immigration ou la loi, oui, c'est ça ce qu'on appelle le droit de séjour est très simple. Donc il suffit uniquement, je dirais, de bénéficier d'un titre de séjour. Et nous sommes un des pays les plus ouverts d'Afrique de l'Ouest sur la capacité de recevoir, je dirais, le monde entier. On l'a vu à la Cannes, donc le directeur général de Total, qui est ici, qui est ivoirien, béninois, ivoirien, guinéen, etc., qui a fait sa vie en Côte d'Ivoire, ses premières années en Côte d'Ivoire, et qui a travaillé au Sénégal, je crois, et qui est au Congo. Donc c'est vraiment le pays, un des pays d'Afrique de l'Ouest le plus ouvert. Et donc d'ailleurs, il n'y a pas de restriction, comme dans certains pays. Pour acquérir des biens immobiliers, il faut avoir le droit, je dirais, de la nationalité ici en Côte d'Ivoire. Et là, c'est le juriste qui vous parle, c'est Denis Permer, parce que c'est quand même mon métier d'avocat. Donc il n'y a pas de, je dirais, de contrainte sous le contrôle. Il n'y a pas de contrainte de nationalité pour acquérir un bien immobilier. Donc on vous invite
à retrouver votre chérie ici, à venir acheter un bien immobilier, à utiliser la BHI pour le premier crédit, à utiliser le propriétaire immobilier comme mon frère qui vendait très bien, à passer par Sidonie de temps en temps en France, et puis moi je facture très cher à venir me voir à mon cabinet. Alors, si vous me permettez, moi je peux juste rajouter, effectivement, moi j'ai des clients qui sont aux États-Unis, du moins qui sont au Canada. Ils n'hésitent pas à passer par moi. C'est vrai qu'on se fait des points réguliers par Zoom et tout pour le suivi de leur chantier. Mais c'est vraiment un pays très ouvert. Vous pouvez investir, il n'y a vraiment pas de problème. Vous savez, partout dans le monde, on vous attend. Venez investir dans ce pays. Bonjour. Bon. J'ai une remarque et une question. Donc la remarque déjà, c'est pour dire que quand on est de la diaspora, on veut la vie facile parce qu'on est habitué. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Hortense Lecomte, donc je travaille dans l'immobilier à l'international. Donc je suis également RIPAT, puisque maintenant je suis installée en Afrique. Donc voilà, je disais que par rapport à le parcours d'un RIPAT, jamais un membre de la diaspora a envie d'avoir des tracasseries parce qu'on est habitué à la facilité quand on veut acheter quelque chose. C'est tellement facile, bien tracé, que voilà, c'est ce à quoi on s'attend quand on revient en Afrique. C'est que les choses ressemblent drôlement à ce qu'on a l'habitude de faire ailleurs. Donc l'autre question, c'est au niveau financement. Pourquoi pensez-vous que la Banque centrale européenne a un intérêt à faciliter ces transactions-là? Je ne veux pas citer les amis d'Orange Money, mais je suis obligée. Voyez-vous comment ils font les choses en parallèle? Est-ce qu'il faut mieux s'entêter? Quand on vit dans un pays, l'intérêt de ce pays, c'est qu'on investisse sur place. Pourquoi ils vont encourager le drainage des capitaux? Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc moi, je pense que au lieu de s'entêter à trouver des solutions inter-banque centrale, trouver des solutions parallèles pour qu'on puisse financer correctement les projets. Bon, monsieur, je dirais, monsieur le banquier va répondre, monsieur le promoteur va répondre, et puis voilà, je vous laisse la parole, monsieur Kochi. Merci beaucoup. Alors, pour votre dernière question, je voudrais tout simplement dire que nos solutions sont locales. Le financement est local, la prise de garantie est locale. La Banque de l'Habitat n'a pas vocation d'aller prendre une garantie sur un bien qui est à Paris. Le bien que la Banque de l'Habitat finance, ce bien-là se trouve en Côte d'Ivoire. Donc la Banque de l'Habitat prend sa garantie sur le bien en Côte d'Ivoire. Seulement que quand il s'agit d'un crédit résidentiel, c'est-à-dire un crédit acquéreur, il se trouve que la ressource qui doit rembourser le crédit, ce n'est plus le commerce, le produit du commerce du bien, mais c'est plutôt les revenus du ménage. Et ces revenus du ménage ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire. Ça se trouve au lieu de résidence de la personne, soit en France, soit au Canada. Donc la Banque de l'Habitat a su mettre en place des mécanismes de transfert d'argent ou bien d'alimentation des comptes qui permettent donc chaque mois de recevoir le montant qu'il faut, non seulement pour payer le crédit, pour payer également toutes les charges et pour constituer, s'il le faut, une épargne complémentaire. Donc on a trouvé ce moyen-là. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que nos solutions sont locales. On ne traite pas forcément, sinon directement, avec les banques centrales des pays de la diaspora. Alors, monsieur le Président, après je voudrais juste amener une contribution, si je peux. Vas-y, vas-y. Non, je voulais dire que les transactions des opérations immobilières, c'est lourd. Ce ne sont pas de Orange Money. Attention, il faut faire très attention. Et puis, les ratios de banques commerciales, c'est très compliqué. Il y a une réglementation très stricte. On parle maintenant de blanchiment d'argent. Encore, c'est très difficile. Pour faire des virements, c'est très compliqué. Donc, c'est tellement réglementé que les garanties sont juridiquement sécurisées. C'est-à-dire qu'une banque ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Même sortir même avec de l'argent, c'est limité. Donc, les solutions que nous trouvons, ce sont des solutions vraiment locales, qui sont adaptées à la juridiction locale. La Banque centrale européenne n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire que
La Banque centrale européenne a ses règles. On ne peut pas aussi faire n'importe quoi. Donc on est obligé de trouver des solutions par rapport aux solutions que nous trouvons localement, comme on gère en fait dans notre secteur informel. Même Orange Bank qui a été mise en place suite à l'engouement Orange Money est assujetti à ces mêmes critères de restriction. Et là, cet après-midi, on a une réunion tout de suite pour le blanchiment des capitaux. Donc tout ça c'est suivi, il y a une traçabilité. Donc ça fait que les garanties hypothécaires aujourd'hui, c'est une gestion très complexe avec la Banque mondiale, FMI, tout ça, au niveau de l'État. Il y a le CENTUF qui est là, qui est le centre qui gère en fait les transactions financières. Donc c'est pour ça que nous devons réfléchir, on doit être bloqué. Là tout à l'heure, tantôt, je parlais de coopératives, je parlais de comptes séquestres, je parlais de personnes qui travaillent au noir. Même en France, vous ne pouvez pas prendre votre argent, mettre dans la poche et prendre l'avion et venir nous donner. Vous êtes obligé, il y a une traçabilité. Donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir et la solution n'est pas encore trouvée. Maintenant, si on reste dans le domaine bancaire, nous sommes très loin de trouver la solution. Parce que la banque aussi a des contraintes. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, je voudrais permettre une petite contribution. Je voudrais qu'on puisse remercier et féliciter, et ça c'est une primeur, ne le dites pas, hein. Il est là, hein, c'est un lauréat qui va recevoir un prix ce soir, mais on ne le dit pas aux autres, hein, vous serez les premiers à le savoir. C'est le fils, applaudissez-le, c'est le fils d'un homme que mon père a connu, mais ce n'est pas nommé par rapport à ces liens-là. C'est un monsieur qui était, son père, vous le connaissez tous, c'était avocat d'affaires. Et c'est un garçon, non pas qui s'est battu par rapport au lien à son père, mais qui s'est battu par rapport à ce qu'il est. Il est revenu de San Francisco. Il est né dans l'immobilier. Hein, et son père était l'avocat d'affaires qui s'appelait Maître Kanga, que vous avez tous connu. Le fils Kanga, cher petit frère, lève-toi pour qu'on puisse te féliciter. Alors, je sais que tu es rentré, cher petit frère, et en plus, on a deux particularités. C'est que sa mère connaissait ma mère, c'est que nous sommes antillaises, sa mère antillaise. Hein, et puis son père, donc vous l'avez tous connu ici en Côte d'Ivoire. Il est rentré dans l'immobilier. Tu as contribué, j'ai voulu que tu viennes aujourd'hui dans ce panel. Hein, donc tout le monde sait que tu auras un prix. N'oublie pas de gérer de l'argent sur mon compte en Suisse. Donc voilà, malheureusement je n'ai pas de compte en Suisse, hein, je serais tellement heureux. Mais, donc voilà, j'aurais bien voulu quand même que tu puisses m'expliquer qu'est-ce que tu fais dans la contribution immobilière ici en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que tu as entendu dans le panel, par rapport aux échanges, par rapport à qu'est-ce que tu en penses, toi qui es un RIPAT qui est rentré de San Francisco, hein, voilà. Mais n'en dis pas trop pour garder un petit peu de choses pour ce soir, s'il te plaît. Bonjour à tous, merci cher maître de cette invitation, et puis du prix qui me sera décerné ce soir, c'est un honneur. Je suis franco-ivoirien, je suis né et j'ai grandi à Paris, puis après la deuxième moitié de mon enfance, je l'ai passé en Côte d'Ivoire. Voilà, tout le collège et le lycée, puis après je suis reparti en Europe pour faire les études. Et puis après, je me suis expatrié du côté des États-Unis, à San Francisco, effectivement. J'ai vécu également en Croatie pendant les 2 dernières années, puisque ma femme est croate. Et puis je suis revenu m'installer en Côte d'Ivoire il y a 8 ans. Alors je suis maintenant un peu dans l'immobilier, mais j'ai fait un peu plusieurs choses. D'abord dans l'immobilier de bureau, en lançant le premier espace de coworking et club d'affaires haut de gamme à Abidjan. Et puis après, dans l'immobilier, je travaille en tant que directeur du développement commercial pour une agence qui est spécialisée dans le conseil en investissement immobilier. Donc nous accompagnons à la fois des professionnels de l'immobilier, travaillant avec beaucoup de promoteurs, en leur donnant l'aspect de la vision du marché. Comment un projet peut être vendu ou peut être loué en fonction du standing, en fonction de la zone géographique, en fonction voilà, du type de clientèle auquel il s'adresse. Et puis avec aussi vraiment une spécialité aussi dans l'accompagnement de la diaspora, parce qu'on a aussi des clients qui sont soit en Europe, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis et qui veulent investir en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire permet des taux de rentabilité qui sont très intéressants. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que la question effectivement étant toujours
l'opacité, le manque d'information et beaucoup de gens qui sont échaudés par des mésaventures qui leur sont arrivées. C'est aussi les informations qui nous sont remontées lorsque nous avons participé au Salon de l'immobilier neuf à Paris, à la porte de Versailles, donc comme Madame Guesson disait. Et puis, voilà, comment pouvoir les accompagner dans leurs projets en se faisant représenter par des professionnels qui vont vraiment sécuriser toutes ces transactions. À côté de cela, je ne vais pas monopoliser la parole, merci de me l'avoir donné, je gère également une conciergerie immobilière qui est spécialisée dans la location saisonnière, donc dans la gestion de biens meublés. C'est une activité qui est en plein développement en Côte d'Ivoire. Hein. Alors pour les voyageurs d'affaires, ça va être une alternative au séjour dans les établissements hôteliers, mais aussi pour les investisseurs, quelque chose qui va augmenter leurs revenus locatifs en décidant de faire du meublé. Donc, je suis là également pour cela. Très bien. Tu sais, je voudrais te poser une autre question. Lorsque tu as investi en Côte d'Ivoire autant d'argent en tant que RIPAT diaspora, as-tu vécu des moments de risque, pris des risques? As-tu perdu de l'argent? As-tu rencontré des difficultés? Et comment s'est passée cette aventure? Brièvement, s'il te plaît. Bon, alors, j'ai pas beaucoup investi d'argent en Côte d'Ivoire du tout. Non, je pense que d'abord le retour, c'était un peu une évidence, hein, parce que toutes les personnes qui sont un peu la génération, on va dire, des enfants d'Houphouët-Boigny, ou des petits-enfants dans mon cas, je parle générationnel, hein, on a toujours ça, ce petit refrain dans la tête, il faut revenir à un moment donné, essayer de contribuer. Donc moi, le parcours, ça a été surtout difficile de se retropicaliser, je dirais, après peut-être 18 ans d'absence, parce que bien souvent on a un peu l'impression qu'on connaît tout, parce que voilà, on a fait un peu de sa carrière professionnelle aux États-Unis ou en Europe, et c'était un peu une leçon d'humilité, voilà, parce que l'environnement de travail ici est différent et il faut vraiment s'y habituer. Gérer des équipes, des partenaires, etc., pour comprendre la mentalité, comment ça se passe ici. Parce que quand on veut faire du copier-coller, parce qu'un concept marche ailleurs et faire la même chose ici, on prend une claque. Et ça, je me suis bien planté ici, et c'est très bien, parce que maintenant, ça me permet de faire les choses un peu mieux avec beaucoup d'humilité. Moi, quoi d'autre? Ce qu'on fait, c'est vraiment c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'investissement, c'est vraiment du conseil, hein, c'est de l'intermédiation. Hein. Quand on est agent, on est un peu l'intermédiaire entre des acheteurs, des investisseurs, des futurs acquéreurs, et puis des professionnels comme des constructeurs, des promoteurs. Voilà, donc tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'inspirer un peu la confiance, parce que quand quelqu'un vient nous voir et nous dit j'ai un projet, je veux investir, c'est vraiment la capacité de pouvoir convaincre. En même temps, moi, je ne suis pas capable de vendre quelque chose que j'achèterais pas moi-même, en fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez conseiller quelqu'un, si vous le conseillez une fois et que c'est pas un bon investissement, ben vous le perdrez à vie. Alors que si vraiment c'était d'un projet qui l'a aidé, eh bien, on peut accompagner cette personne sur toute sa vie également. Donc, c'est ma logique. Merci beaucoup pour la contribution. Merci beaucoup. Il est bientôt l'heure. Oui, voilà, il nous reste 6 minutes. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup, monsieur. Le micro pour notre... Présentez-vous. Alors, je suis Tidiane Kabadiakité. Je suis le directeur du domaine de la conservation foncière, oui, de l'enregistrement du thème. Alors, je suis ici invité avec insistance par Madame la ministre Raymond Goudou, la ministre. Excusez-moi, voilà. Elle m'a dit que vous serez là. Je cherchais votre visage, je ne vous connaissais pas. Je me suis dit que vous n'êtes pas venu. Alors, je transmettrai et j'envoie un message à la ministre pour dire vous êtes là. D'accord, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, je suis là, je suis très heureux d'être là parce que je voudrais rassurer d'ailleurs les investisseurs ou futurs investisseurs. Il existe ici donc un système de protection de vos droits qui est assuré par la conservation foncière, donc par le livre foncier. Alors donc c'est nos structures, donc 25 conservations foncières qui sont disséminées à travers le territoire qui créent les titres fonciers. Alors une fois que les titres sont créés, vos droits sont inscrits.
Et quand vos droits sont inscrits dans les titres, dans les livres fonciers, ils sont garantis. Alors, donc, même celui qui vous a concédé l'ACD ne peut plus vous le retirer. Alors, donc, nous assurons cela. Et donc, nous voulons vous assurer du fait que nous sommes disponibles à vous fournir toutes les informations. Alors, pour avoir... J'entendais tout à l'heure le président Sangaré dire qu'il faut vérifier l'ACD. Mais vérifier l'ACD, il faut le vérifier auprès du conservateur. Tout simplement. Ça coûte 4 €, 5 $ pour avoir l'information. C'est tout. L'état foncier, oui. Et pour vérifier, et donc le conservateur va vous délivrer un état foncier. C'est vrai. Pour donner toutes les informations sur le bien à temps réel. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui vous donne un titre foncier, mais derrière, peut-être qu'il y a une inscription hypothécaire là-dessus. Peut-être qu'il y a un conflit là-dessus. Voilà. Mais celui qui peut vous donner toutes ces informations, c'est le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques. Alors donc, ces services sont là, qui sont disponibles et qui sont prêts donc à vous donner toutes les informations. Voilà, ce serait donc ma contribution. Merci beaucoup. Quelle belle contribution, monsieur le directeur. J'espère que vous êtes venu aussi un peu pour... J'espère que vous êtes venu aussi un peu pour moi, pas forcément parce que la musique vous a dit de venir. Ça, c'est un clin d'œil. Mais est-ce que la direction se trouve vers où? Pour aller vérifier au plateau, vers où? C'est une direction qui est... c'est une direction centrale de la direction générale des impôts. Donc, la direction centrale se trouve à la cité administrative, à la tour E, au 8e étage. Voilà, mais des conservations foncières existent à travers le territoire. Tout à fait. Merci pour l'information. Je pense que l'information c'est pour le public, pour qu'on puisse avoir accès à cette information, car la sécuriser l'investissement de cet immobilier important, ça passe, et ça c'est le juriste qui parle, ça passe d'une part par la vérification des titres ou des pré-titres de propriété. Merci, cette contribution était très importante. Y a-t-il une autre question, s'il vous plaît, dans la salle, avant de... Madame la Présidente, allez-y, prenez la parole. Le micro va arriver. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis professeure Céline Noba, enseignante-chercheur, présidente de l'Association des femmes chercheurs et enseignante-chercheur de Côte d'Ivoire. Alors, au niveau de notre association, nous avons beaucoup de répates. Les femmes chercheurs, parmi elles, il y en a beaucoup de répates. Et c'est quand même 1000 femmes chercheurs. Et les promoteurs immobiliers nous font beaucoup la cour. Et nous faisons très attention. Dans quel sens? La cour, je sais pas. Ils nous sollicitent. Ils nous sollicitent. C'est une manière de dire qu'ils nous sollicitent. Attention, nous avons des hommes ici. On vous prend au mot. Hein. Ils nous sollicitent, ils nous présentent beaucoup de produits et tout. Et nous faisons très attention. Parce que l'argent des femmes, il ne faut pas mettre l'argent des femmes dans n'importe quoi. De peur de se faire griffer. Et donc, je voudrais vraiment savoir, quels sont les critères? Les critères pour identifier un bon promoteur immobilier. Merci. Je suis contente parce que le président est là. Et là, je suis très à l'aise. Merci beaucoup. En plus, on a la même marraine. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention, c'est de vérifier vraiment que le promoteur soit vraiment agréé. Ça se vérifie au ministère, ça se vérifie sur les plateformes du ministère. Et vérifier que le programme même qu'il vous propose est un programme qui est agréé par l'État. Si ce sont des terrains viabilisés, il faut que ce soit des terrains qui soient approuvés. Et si ce sont des ACD, monsieur le directeur général de la conservation foncière vient de le dire, il faut aller voir l'état foncier. Il faut bien se rassurer que toute la documentation soit une documentation vraiment, claire. C'est ça qui est le plus important. Et il ne faut pas aller vers n'importe qui pour faire des transactions financières. Il faut éviter, je conseille toujours, de faire des transactions sur des attestations villageoises. Comme on dit, c'est l'argent des femmes. Prenez des ACD qui existent déjà. Et voilà, donc avec ça, je pense que c'est un peu plus intéressant. Vous pouvez me voir aussi en tant que promoteur. Il n'y a pas de problème. Voilà,
dernière ou une avant-dernière question, et puis voilà. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Brahima Soumaré, je suis architecte. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Merci, monsieur. Bonjour, je suis Brahima Soumaré, je suis architecte. Je voudrais déjà féliciter les panélistes pour la qualité des interventions. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de craintes de la part de la diaspora quant à leur investissement ici en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il y a des mauvaises pratiques. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des démarches auprès de l'État pour pouvoir sanctionner ces mauvaises pratiques? Parce que s'il y a cette crainte, c'est qu'il y a des mauvaises pratiques. Donc, pour pouvoir éviter cette crainte auprès de la diaspora, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau des autorités pour pouvoir sanctionner ces mauvaises pratiques-là? C'est ce que je veux savoir. Merci. Alors, avant que vous répondiez, il faut que vous expliquiez l'origine. Voilà, c'est que ce forum aussi, c'est un forum qui fait venir cette diaspora africaine. Donc, ce n'est pas qu'une diaspora ivoirienne. Vous êtes de quelle origine pays? Je suis malien. Vous êtes malien. Donc, voilà pourquoi la question est posée. Donc, qui veut répondre à cette question? La question est très simple. Comment se fait-il qu'il y a autant de préoccupations, de craintes, et pourquoi il n'y a pas de type de sanctions qui permettent d'une part de sécuriser l'investissement en Côte d'Ivoire? C'est bien cette question? L'investissement en général. Oui, mais je pense que, bon, comme dans tous les pays subsahariens, dans le Mali, je pense qu'il y a des craintes pour la diaspora. Vous êtes dans la chambre, il est dans la chambre avec moi, donc on travaille ensemble. On l'a rassuré, on lui a fait comprendre un peu nos dispositions, on lui a expliqué un peu comment est-ce qu'on travaillait. Mais je suis d'accord avec lui et je pense que l'objectif pour nous, c'est qu'il y a une transparence dans la gestion, une bonne gouvernance. Ça, je pense que c'est ce qui est prôné par le chef de l'État depuis qu'il est président de la République. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place, il y a des sanctions qui sont prévues. Même là, quand vous voyez dans notre domaine, quand il y a un effondrement d'immeubles, quand il y a un logement qui est construit sans permis, bon, il y a des dispositions de la loi et qui permettent de sanctionner ceux qui sont fautifs, hein, ça existe. Maintenant, la crainte dont vous parlez, je pense que ça se dissimule au fur et à mesure. Hein. Les gens commencent à comprendre que nous sommes dans un pays structuré et que les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Les lois sont appliquées comme il le faut, la bonne gouvernance. Vous voyez, dans les administrations, les sanctions sont tout de suite automatiques. Je parle sous le contrôle de mon grand frère, le directeur de la conservation, qui sanctionne. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a même un observatoire qui est mis en place par le ministre du Budget pour les plaintes. Les gens qui sont mal traités dans l'administration se plaignent. Et donc, il y a des dispositions légales qui sont mises en place, évidemment, pour sanctionner ceux qui ne travaillent pas normalement, comme dans tous les pays. Vous pouvez être rassurés. Merci. Alors, donc, voilà. Je pense que la banque se sent tellement bien ici qu'elle ne veut pas laisser la parole, elle ne veut pas partir. Mais, t'en prie. En fait, juste compléter pour dire que la Côte d'Ivoire est qui s'est bâtie sous le modèle de la France. Donc très tôt, il y a des administrations, il y a des institutions, il y a des structures qui ont été mises en place. Moi, j'ai été surpris de constater, il y a 7 ans, j'ai visité un pays de la sous-région. J'ai visité donc des banquiers, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de crédit hypothécaire dans ces pays-là. Mais en Côte d'Ivoire, le crédit hypothécaire existe depuis belle lurette. Donc tout le dispositif est là. Seulement que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les gens ont tendance à contourner le dispositif. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir une transaction immobilière fiable sans passer par un cabinet de notaire. Mais vous allez constater que 90% des transactions se font en dehors des notaires. Ils ont mandat, ils ont qualité d'aller vérifier l'authenticité de toute la documentation et juste vous facturer quelques perdièmes. Donc, pour vous dire, et au-delà de ça, aujourd'hui, quand vous visitez les ministères, par exemple le ministère de la Construction, il y a beaucoup de lois qui ont été prises sur la copropriété, sur un certain nombre de choses pour apporter la sécurité aux usagers
justement dans leurs transactions. Tout à fait. Donc c'est vrai que on n'est pas encore arrivé à la fin, mais il faut apprécier quand même l'effort qui est fait pour que l'environnement soit assaini au mieux. Merci, merci, merci. Maman, avant que tu prennes la parole, je voudrais remercier des investisseurs qui sont arrivés. Vous avez, Adama, tu vas venir, tu vas te mettre à côté de Tiffany Cross. You come back. Va à côté de Tiffany Cross pour traduire. Donc c'est la dame en jaune. Alors, Tiffany. Thank you very much. Thank you very much. Tiffany Cross est une journaliste qui est arrivée hier soir, très tard. Elle a quitté New York. C'est une journaliste, vous pourrez voir sur Internet, très connue aux États-Unis. Tu te mets à côté, tu traduis pour elle, s'il te plaît. Adama est américain aussi. Tu traduis pour elle. Adama est américain aussi, qui est arrivé de Washington. Tiffany est arrivée de New York. Ok, traduis en même temps pour elle. Tiffany, you come down. Yes. So we just presented to you. Okay. Okay. And you'll translate for me? Yes. Okay. Okay, thank you. Okay. Can you hear me? Yeah, okay. Okay. Hi, everyone. Good morning. Forgive me, I do not speak French. It's embarrassing to be here and not speak your language, so I apologize. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonnez-moi de ne pas être capable de m'exprimer en français. C'est vraiment embarrassant. But I'm honored to be here, and I want to thank you for having me. I've met so many amazing people at this conference, and I want to thank Pierre for being an amazing host. Mais je suis vraiment honoré d'être ici. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes. Et j'aimerais aussi féliciter M. Pierre James de m'avoir invité. And though I was born in America, every time I come to Africa, I am home. And I feel at home is immediately when I step off the plane. My nationality is American. My blood is African. C'est vrai que je suis né aux États-Unis, mais à chaque fois que j'ai eu une opportunité de venir ici en Afrique, je me sens africaine. C'est vrai que mon sang est un sang africain. Thank you. And my mission in life as a journalist is to live in service to my people. And you are all my people here, so I look forward to investing in this amazing continent where my ancestry is from. Et ma mission en tant que journaliste est d'être en service, au service de mon peuple, et vous faites partie de mon peuple. Et thank you. Alors, thank you, Pierre. Thank you. Alors, le but de Tiffany Cross, Monsieur Pierre, voilà, c'est de dire ce que j'ai promis à la ministre-gouverneur. Tiffany va jouer le rôle. Vous allez voir qui est Tiffany Cross. C'est une journaliste américaine les plus connue, analyste politique aux États-Unis. C'est de faire en sorte, après ce forum, d'aller faire venir nos Afro-Américains. C'est son rôle qui accorde cette mission, faire venir des Afro-Américains dans les districts de Côte d'Ivoire. Et j'ai promis ça à la ministre. Donc, Tiffany, thank you very much. Alors, nous avons aussi... Là, c'est le côté afro-américain. Là, je parle en tant que côté afro-antillais. J'ai demandé à Harry Roselbach de faire venir son petit frère. Et Harry arrive tout à l'heure. Donc, Willy, tu te lèves. Le petit frère d'Harry Roselbach et son meilleur ami d'Harry Roselbach, avant que Harry arrive dans 10 heures. Il sera là à 20 heures. Voilà, il est dans l'avion, il arrive. Et donc, Harry a pour mission de faire aussi la même chose avec moi, de faire venir les investisseurs afro-caribéens. Et merci, je vous laisse la parole pour expliquer. Voilà. Et toi, tu es déjà là, tu as déjà investi au Burkina, tu es là, et les Guadeloupéens aussi comme moi, et je vous laisse la parole. Donnez le micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bon, Pierre me prend de court. Comme d'habitude.
Donc, je m'appelle Grégory Larcher, donc, je suis martiniquais. Et en fait, j'ai... Enchanté. Donc, en fait, bon, j'ai été salarié pendant une douzaine d'années à Paris. Et puis, par concours de circonstances, je me suis installé en Guyane et j'ai commencé à investir dans la téléphonie. J'ai commencé avec 6 000 € en poche. Et puis aujourd'hui, donc j'ai 25 boutiques qui sont en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et j'ai épousé une Burkinabé il y a 8 ans. Et donc finalement, on s'est installé à Ouagadougou. Et puis j'ai ouvert une boutique de téléphonie, un restaurant et un rooftop qui s'appelle Sunset Ouaga. Donc c'est vrai qu'en apparence, parce que bon, j'ai pas prévu forcément d'intervenir, hein, mais ce que je peux dire, c'est qu'en apparence, on peut penser que le succès est présent, mais en réalité, c'est en réalité un peu tout autre. C'est-à-dire qu'il y a du chiffre d'affaires, il y a des clients, mais en fait, parfois, voilà, la balance n'est pas forcément positive, ou elle est très très juste. Moi, ma principale difficulté que j'ai à Ouaga, mais je pense que c'est la même chose à Abidjan, c'est que, comment dire, les règles du jeu ne sont pas respectées. Donc, en fait, on est obligé de tricher. Et qui dit tricher, ça veut dire on triche sur la douane, on triche sur les bilans, on triche sur beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, parfois ça peut être compliqué pour aller voir les banques, pour faire des transactions financières. Moi, bon, je travaille beaucoup avec la Chine, je fais des transactions financières, on va dire classiques, avec des virements. Beaucoup font des transactions financières avec de l'or, avec des comptoirs. Donc vous voyez, pour moi, le business en Afrique, bon, il y a du potentiel, il y a des clients, il n'y a pas de souci, même si c'est des pays qui sont en développement. Mais le plus compliqué, c'est le respect des règles du jeu, en fait, à tous les niveaux. Alors, merci. Soit RH, transport, logistique, financier. Alors, merci beaucoup, parce que je sais que je vais te pousser à venir investir, ce qu'on a dit hier soir. Hein, je te pousse à venir t'investir ici en Côte d'Ivoire. Ouli, je sais que tu es venu, hein, que Harry arrive. Vraiment, merci, Ouli. Hein, je sais que tu as fait l'effort d'être là. Vraiment, c'est plaisir. Et il ressemble vraiment à son frère. Ah, je ne vais pas te parler son nom, mais voilà. Merci, vas-y. À toi la parole. Oui. Bon, bah, moi, j'ai pas grand-chose à... La première fois que tu viens en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire. Donc, bon, je dirais comme Tiffany, hein, je suis d'origine antillaise, mais le sang est d'Afrique. Et c'est vrai que bon, c'est toujours avec joie que je viens dans n'importe quel pays d'Afrique, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, et puis en Afrique du Sud. Donc il y a toujours cet attachement au continent. Alors moi j'ai une vie, on va dire, un peu plus cadrée que celle de mon ami globetrotter Grégory. Donc je travaille dans le secteur bancaire. Donc voilà, secteur bancaire qui est un secteur, comme on le sait, très très encadré, avec de multiples règles, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conformité, de l'éthique, également, il y a des règles de garantie de risque financier. Et effectivement, je m'étais intéressé à une époque à développer cette activité sur le continent africain avec des amis. Pourquoi pas faire du consulting, puisque c'est une activité qui, en Europe, explosait. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué pour plusieurs raisons, parce que comme l'a dit Grégory auparavant, il faut connaître les règles du jeu. Il faut venir, je pense, pas s'installer, mais on ne peut pas débarquer comme ça avec une idée préformatée qu'on s'est faite de l'autre côté, on va dire, de la Méditerranée. Il faut absolument, effectivement, venir ici, partager avec vous, comprendre comment le business fonctionne, et ensuite, effectivement, avec les conseils de cabinet, s'attacher à certains conseils pour pouvoir y arriver. Il y a beaucoup, à mon avis, il y a un gros dynamisme. Voilà, je pense que l'avenir
est devant nous. Tracé, exactement. Merci beaucoup, Willy. Merci beaucoup, Willy. Voilà, donc je laisse la parole de fin pour les questions à maman. Et puis, on va aller juste boire et faire une collation. Merci, on m'entend bien? Merci, cher fils. Je suis votre maman de cœur, la maman de cœur de Maître James, la maman de cœur du président Sangaré, qui sont mes anciens étudiants. Comme quoi, vous voyez que les mathématiques mènent à tout. Voilà. Évidemment, je suis, comme on m'a présenté, agrégé et docteur d'État en mathématiques, professeur des universités en mathématiques. Je suis ambassadrice des femmes mathématiciennes internationales. Je suis ambassadrice de la chaire de l'UNESCO pour la paix. Et je suis aussi ambassadrice de la Fondation internationale Bien Vieillir. Et tu as été une ancienne directrice de cabinet plusieurs fois de ministre. Directeur de cabinet de ministre pendant 3 ministères, l'éducation nationale, commerce, le ministère des PME, PMI, et puis le ministère de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Donc je ne peux pas vous décrire tout le parcours pendant près de 60 ans. Hein. Et vice-président du comité des sages, tu peux l'essayer. Mais voilà. Alors, je suis là surtout pour soutenir et pour encourager mes jeunes et les jeunes que vous êtes et la diaspora d'avoir pensé vraiment, surtout Maître James. Je l'ai suivi au début du projet, c'était pas facile. Parce que lorsque, par exemple, je vais dans des conférences internationales, vous oubliez souvent que les premiers diasporas ivoiriennes, ce sont ceux qui travaillent dans les ambassades. Et vous les oubliez souvent. Qui ont eu des difficultés chaque fois que j'allais dans des pays. Ils veulent venir construire des maisons. Ils envoient l'argent aux parents. Les parents leur montrent des maisons qui appartiennent à d'autres. Et quand ils arrivent au pays, ils voient qu'ils n'ont rien. Vraiment, c'était partout. Washington, Paris, Tokyo, tout ça. Ils ont tous ces problèmes. Et j'ai été très heureux de voir l'initiative de Maître James de s'occuper surtout de la diaspora. Parce que la diaspora a énormément de problèmes. Vous êtes à l'extérieur, vous avez besoin d'investir au pays, il vous faut une sécurité et ce n'est pas toujours ce qu'il y a sur place. Quand moi je regarde un peu ce qui se passe souvent quand on parle de l'immobilier, les maisons qui s'écroulent, des maisons d'État, je me dis, mais qui est le promoteur? Imaginez que c'est un monsieur de la diaspora qui a investi comme ça, qui a trouvé quelqu'un pour investir, et que demain on lui apprend que l'immeuble pour lequel il a pris des crédits s'est effondré, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Donc c'est vraiment une chance que vous ayez un interlocuteur à travers le forum RIPAD qui vous permet de rencontrer sur le plan national toutes les autorités qui sont à même de vous donner des garanties pour que vous fassiez des bons investissements. Et parce que à l'extérieur, c'est pas facile. Je vois, à l'extérieur, c'est pas facile. Et vous avez bien fait de venir. Je crois que tous les ans, il faudra venir pour vous frotter à d'autres. Aujourd'hui, c'est la diaspora américaine, française, mais il y en a en Asie, il y en a un peu partout, il y en a aussi en Afrique. Quand on parle de diaspora, il y en a aussi en Afrique. Donc, je vous félicite. Merci. Je félicite surtout Madame le ministre-gouverneur qui a pris son temps pour s'investir cette fois-ci. Et je vois que les racines se sont vraiment prolongées dans la terre pour donner la bonne sève. Voilà. Merci. Alors, sur ces mots de maman, je voudrais bientôt clore donc ce panel et puis vous dire tous merci. Remercier la présidente de l'association des Antillais de Guyane de Côte d'Ivoire, Madame Été, qui est présente. La remercier. Remercier l'association des
de l'association haïtienne de Côte d'Ivoire, qui est présent aussi. Donc, vous avez dû comprendre que le cabinet est en train de signer et de formaliser des contrats avec le MEDEF Guadeloupe, le MEDEF Martinique, le MEDEF Guyane et le MEDEF de la Réunion pour que nous puissions promouvoir l'investissement de la diaspora afrodescendante de ces zones-là. D'où le fait que Henri Rosebach, toutes ces personnes-là, Oli, etc., seront des vitrines. Je voudrais remercier Tiffany Cross, qui sera donc l'ambassadrice de ce projet au niveau des États-Unis pour les Afro-Américains à venir l'année prochaine en force ici en Côte d'Ivoire. Et surtout, je voudrais qu'on puisse, je dirais, applaudir Madame la ministre Ramon Koto. Pierre aîné, transmettre toute mon affection de petit frère à grand frère à Madame la ministre Ramon Koto. Transmets-lui que je fais le job. Transmets-lui qu'on se battra pour que ce forum RIPAT soit fait. Je sais que depuis ce matin, très tard, la nuit, jusqu'à maintenant, elle travaille pour nous accueillir demain matin à Toumoudi, visiter la première entreprise acajou, je dirais, de Côte d'Ivoire, et qui est la plus grande entreprise mondiale d'acajou de Côte d'Ivoire. Merci à tous et à bientôt et à l'année prochaine.